Le mouvement peut-il s'inscrire dans la durée? On en parle avec vous, Jean-Marie Pernaut. Vous êtes politologue et vous avez publié aux éditions du Détour en octobre dernier le syndicalisme d'après, ce qui ne peut plus durer, un texte critique des pratiques syndicales en France aujourd'hui. Vous qui avez été militant de la CFDT dans les années 80, justement, Jean-Marie Pernaut, comment jugez-vous le mouvement qui s'annonce demain en France, un mouvement que certains syndicats aimeraient voir s'inscrire dans la durée? C'est un mouvement qui s'annonce puissant. Assurément, il le sera jeudi. Certainement beaucoup de manifestants, certainement pas mal de grèves, notamment dans les services publics. Les grèves dans le privé sont difficiles à anticiper. La situation est un peu délicate dans les entreprises privées, comme toujours et comme un peu partout. Après, on a un peu l'habitude en France de ces grands mouvements qui s'inscrivent dans des séquences protestataires assez longues. Donc il y aura certainement d'autres journées appelées. Il faudra juger de la portée de ce mouvement sur la durée. Est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il va s'ancrer sur des grèves? Sera-t-il uniquement émaillé par des manifestations? Voilà, c'est toute chose qu'aujourd'hui il est bien difficile d'estimer. Et pour durer, justement, il faut qu'il y ait dans cette contestation une unité des syndicats. Elle est réelle aujourd'hui. Est-ce qu'elle peut durer, selon vous? Dans la mesure où il se heurte à un blocage total du gouvernement, l'unité durera. Si le gouvernement change un peu son fusil d'épaule, s'il fait des ouvertures, peut-être le front syndical peut-il se lézarder, mais c'est déjà arrivé. Mais je crois que cette fois-ci, il a l'air de tenir assez bon, parce que si on en juge par l'attitude de la CFDT, la CFDT d'aujourd'hui n'a pas trop l'habitude de se retrouver dans des mouvements unitaires de longue durée comme ça, mais on voit qu'elle exprime beaucoup de rancœur à l'égard d'Emmanuel Macron et de sa façon de gérer les dossiers sociaux, au moins. Et depuis quelque temps, cette affaire des retraites vient après les questions de l'assurance chômage. La CFDT aime bien être un syndicat écouté, voire entendu. Et là, elle ne l'est pas du tout. Elle n'a plus beaucoup d'autres stratégies de rechange que de s'allier avec les autres. Et donc, je crois que, sauf retournement tout à fait improbable du gouvernement, cette unité syndicale devrait tenir un bon moment. Et est-ce que ce mouvement, justement, peut redonner aussi du souffle au syndicalisme en France, syndicalisme qui s'est lentement affaibli et que vous analysez, justement, cet essoufflement dans votre livre? Oui, je pense que c'est une opportunité, notamment sur la question que nous venons d'évoquer, c'est-à-dire celle de l'unité d'action. Je pense que beaucoup de facteurs expliquent le décalage entre les syndicats aujourd'hui et, disons, une grande partie du salariat qui aujourd'hui ne s'y retrouve pas beaucoup. C'est ce que j'ai appelé, moi, le désajustement des syndicats par rapport à leur base sociale présumée. Mais un autre aspect a été très fort, et on l'avait dans beaucoup d'enquêtes, c'était ce désaccord apparemment structurel entre les organisations syndicales qui tenaient un peu à l'écart les travailleurs et les travailleuses sur le mode un peu mettez-vous d'abord d'accord, après on verra. Et là, je crois que, alors ça ne règle pas tous les problèmes, l'unité d'action, mais ça peut permettre de dépasser une réticence qui est inscrite maintenant dans la longue durée des relations entre syndicats et salariés. Une question sur le gouvernement maintenant. Elisabeth Borne, la Première ministre, a parlé hier d'une réforme de justice provoquant un tollé dans l'opposition. Comment le gouvernement justifie-t-il son texte qui voit même des membres de la majorité en douter? C'est-à-dire que le gouvernement n'a pas eu une communication très stable sur son projet. Au début, il a été avancé sous d'autres arguments que celui de la justice. Il était question de faire des économies sur le système de retraite, pas forcément en raison de son déséquilibre financier. Celui-ci est connu, il est apprécié, calculé. Bon, il y a toujours débat sur les chiffres, mais tout le monde sait qu'il y a un petit déséquilibre, enfin un petit, tout est relatif, mais par rapport à la somme des retraites, ce n'était pas des montants de déficit extraordinaires. Quelques mesures auraient permis de passer le cap, mais la raison qui était évoquée était celle d'une volonté d'économie structurelle sur le volume des retraites versées, qui en France est assez élevé, y compris en comparaison internationale, il faut l'admettre. Mais après, la communication a changé parce que cet argument est apparu tout à fait irrecevable, et du coup, c'est-à-dire l'idée de faire des économies au fond sur les régimes de retraite, alors que le système n'est pas parfait. Il y a beaucoup de petites retraites, il y a beaucoup de trous dans la raquette, comme on dit, donc il y aurait effectivement des réformes pour étendre un peu et consolider le système. C'était pas la voie choisie, on était dans celle des économies, financer les start-up même, a dit à un moment
Emmanuel Macron. Donc tout ceci plongé dans la consternation, une grande partie de la population qui a beaucoup de mal à tenir déjà aujourd'hui jusqu'à l'âge de la retraite. Donc la communication a changé et maintenant il essaie de promouvoir le texte comme un ensemble de mesures sociales. Mais ça a quelques difficultés à passer visiblement. Oui, clairement. Merci à vous, Jean-Marie Pernaut, d'avoir été avec nous pour ce décryptage. Je rappelle donc que vous avez publié aux éditions du Détour Le syndicalisme d'après, ce qui ne peut plus durer.